Ici Folie douce, le podcast où se rencontrent la culture, le genre et la santé mentale. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Gaël Faye. On a parfois envie de crier, de dire: «Mais parlez-nous, parlez-nous, on est là, nous sommes vos enfants. On on va pas vous juger, on veut vous écouter et puis on veut aussi que vous nous écoutiez, on veut simplement discuter». Je suis fou. Pas la salle pétrière. C'est des trucs qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Le dialogue, en fait, Calmez-vous. fait avancer le monde. Je me calme si je veux. Je ne suis pas folle, vous savez. Dans Folie douce, on aborde parfois des sujets difficiles, même si ça sera jamais graphique, promis. Si vous traversez une période compliquée, n'oubliez pas, vous pouvez appeler le 31 14. Bienvenue dans ce premier épisode de la 2e saison de Folie douce. Je suis fière d'ouvrir le bal avec cet invité exceptionnel, l'auteur et chanteur Gaël Faye. Son livre est sorti il y a 2 semaines et il est déjà en tête des ventes. C'est la classe et c'est tellement mérité. Jacaranda est un livre incroyable qui lui a beaucoup coûté, comme vous allez l'entendre. Alors, c'est particulier parce qu'on s'est rencontrés pour l'interview en juillet, juste avant le résultat des législatives. On était donc un peu stressés, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'ai décidé de vous laisser le passage du début de l'interview où on parle de tout ça, parce que c'est bien de se rappeler combien on a frôlé la cata et combien la menace reste présente. Un petit mot avant de lancer l'interview, je viens de lancer ma newsletter sur Substack, ça s'appelle La Douceur. Abonnez-vous pour y retrouver toutes les actualités de Folie douce, mais aussi des textes inédits. Choisir une formule payante, c'est une super façon de soutenir mon travail. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, maintenant, c'est parti. Gaël Faye, vous êtes écrivain, auteur, compositeur et interprète. Et vous êtes le premier invité de ma saison 2 de Folie douce. Je suis trop heureuse de vous avoir face à moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Le grand public vous connaît pour votre musique chaloupée, vos tubes comme Respire, qui est ma chanson préf du monde entier. Vous avez été adoubé par des lectrices du monde entier aussi, avec votre premier roman Petit Pays, un succès colossal, traduit en 40 langues, adapté en film, en BD, lauréat du prix Goncourt des lycéens. Je crois qu'on en est à 1,7 million d'exemplaires vendus, un truc comme ça. Ouais. Vous publiez à la rentrée littéraire un roman intitulé Jacaranda, que je vous soupçonne de porter en vous depuis de longues années. Ce roman bilan couvre une période de 30 ans dans la vie du personnage principal, Milan, un narrateur franco-rwandais qui vous ressemble un peu. Au cœur de ce livre, il y a une scène dont je sais qu'elle vous hante depuis 10 ans, car vous l'aviez déjà décrite il y a 10 ans. Cette scène, c'est la commémoration du trentenaire du génocide des Tutsis au Rwanda en 2014, où à l'époque vous vous étiez produit en tant que chanteur. J'avais été très marquée par la lecture du texte que vous aviez écrit il y a 10 ans, parce que c'était la première fois que je lisais un récit de manifestation traumatique collective. Et c'est bouleversant de voir 10 ans plus tard comment cette scène a mûri dans votre esprit et pris corps dans la fiction. On va en reparler tout à l'heure. Votre livre parle de l'histoire, de comment on la silencie, de comment on la réécrit, comment on l'enterre, comment on la déterre, pour des raisons politiques, mais aussi psychologiques. Votre voix a toute sa place dans Folie douce parce que la santé mentale des victimes et des enfants des victimes est au cœur de votre réflexion dans ce livre et depuis toujours, je crois. Alors, c'est très particulier parce qu'on enregistre cet épisode en juillet, le 4 juillet, donc 2 mois avant cette diffusion. On est encore à l'heure actuelle dans l'incertitude et dans l'angoisse quant à l'issue d'une situation de crise politique inédite en France avec une extrême droite plus proche du pouvoir que jamais. Je trouvais ça bizarre de ne pas en parler alors que c'est très lié à toutes vos problématiques. Donc, comment vous allez, vous, aujourd'hui? Parce que moi, pas ouf. Pareil, pas ouf. Assez inquiet pour l'avenir et surtout de se dire mais qu'on retient pas. On retient pas l'histoire parce que on crée des politiques qui désignent l'autre comme le bouc émissaire parce que c'est l'ADN de ce parti. Alors, au moment où les gens écouteront
Le podcast, peut-être que voilà, ces gens seront à l'Assemblée en majorité. Je l'espère pas, mais en tout cas, c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui travaille dans ces questions depuis longtemps et qui j'ai vu à l'œuvre pendant ma vie jusqu'où peut mener le racisme et oui, le racisme, le rejet de l'autre, ça peut mener jusqu'au génocide. C'est quand même le génocide qui est là tout au bout, c'est-à-dire la déshumanisation totale de l'autre. Et ça commence toujours par les mots. Ça commence toujours par des mots qui au départ, semblent être un peu banals. On fait comme si on n'y touchait pas vraiment. On instille petit à petit le venin de la division. J'ai vu de mon vivant la division, j'ai assisté à une guerre, j'ai vu le génocide emporter une partie de ma famille, mais j'ai vu aussi de mon vivant un peuple se reconstruire et les bourreaux et leurs victimes apprendre à refaire société. Et donc, voilà, il y a le pire, et heureusement, il y a aussi la possibilité de rebâtir, mais ce serait triste d'en arriver jusqu'à des extrémités. Voilà, si on pouvait éviter de rebâtir, voilà, et simplement juste retisser les liens qui sont déjà là, parce qu'en fait, on vit déjà tous ensemble. Votre livre Jacaranda, il explique, il explore tout ce processus du massacre génocidaire à la réconciliation, ou en tout cas à l'apprendre à vivre avec, plus ou moins bien, comme vous le dites. Comment vous vous sentez au moment de sortir ce livre ? C'est votre deuxième roman, donc comme je l'ai rappelé, votre premier roman a connu un succès absolument colossal. J'imagine que la pression est monstrueuse au moment de sortir ce livre-là. La pression, elle était surtout au moment de l'écriture. Parce que forcément, quand on a un succès commercial, qu'on a écrit un livre qui est plus connu que soi-même, qui écrase d'une certaine façon, parce que je ne pouvais pas aller en soirée sans qu'on me parle de ce roman, alors que moi, j'essayais plutôt de l'oublier pour pouvoir me plonger dans une autre histoire. Et au départ, c'est vrai que à force de vivre avec ce roman, donc je parle de Petit Pays, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs, d'une certaine façon. Enfin, me dire, bon, je ne suis pas prisonnier de mon histoire familiale, de l'histoire de cette région-là. Et donc, j'ai commencé à écrire d'autres histoires, parce que Petit Pays est sorti quand même il y a 8 ans, donc entre-temps, j'ai pas rien fait. Il y a eu des albums, plusieurs. Voilà, il y a eu des albums, des tournées, des films. Mais j'avais commencé d'autres romans. Et plus j'avançais dans ces romans-là, et plus une voix revenait en permanence dans ma tête, me dire là, en fait, tu écris avec ton ego. C'est-à-dire que tu veux raconter une autre histoire pour prouver aux autres que tu peux raconter une autre histoire. Pour dire que mais tu sais au fond de toi qu'il y a une urgence. Et donc, petit à petit, certains personnages de Jacaranda me rendaient visite dans mes rêves et me poursuivaient d'une certaine façon. Par exemple, le personnage de Tante Eusébi, qui est un personnage qui existe déjà dans Petit Pays, et j'étais très mal à l'aise avec ce personnage parce que c'est le seul personnage à la fin du roman Petit Pays dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et j'avais eu l'impression de l'avoir utilisée. Donc voilà, j'écrivais des scénettes avec Eusébi pour savoir comment elle allait, ce qu'elle était devenue. Donc souvent mes romans, c'est des scènes comme ça. J'ai des scènes, j'ai une intuition, mais j'ai pas une histoire avec un début, une fin. C'est plutôt un agrégat de situations, de ressentis. Ça peut être un poème, ça peut être même une chanson, ça peut être... Et donc j'avançais comme ça, mais sans avoir une idée précise.
Et puis, je crois qu'il y avait une autre chose, et bon, ça, c'est la première fois que j'en parle, mais c'était il y a je sors un livre avec un succès colossal et je suis incapable d'en parler avec, ma propre famille et ma famille ne m'en parle pas de ce livre. Donc ça crée aussi une forme d'absurdité, mais aussi je sais pas, ouais, je savais en fait, c'était comme si, le livre n'avait rien permis de réparer et malgré son succès et donc les gens les plus concernés étaient incapables de m'en parler, j'étais incapable d'en parler avec elle et donc je crois que Jacaranda, c'était, pour moi une façon aussi de tenter, de poursuivre une conversation qui n'a pas encore eu lieu, d'essayer du moins, et puis on ramenait beaucoup, Petit pays, on le ramenait au Rwanda et c'est vrai que pour moi c'était un livre, qui était, avant tout un livre, une histoire dont qui prenait ses racines au Burundi, qui était, voilà, qui était l'histoire de mon paradis de l'enfance, qu'on m'avait subtilisé, que la guerre m'avait enlevé et donc il y avait, aussi, une volonté de dire: «Ne mélangeons pas tout, c'est pas parce que c'est l'Afrique que d'un coup on peut remplacer le Rwanda par le Burundi» et donc Jacaranda, c'est comme une pièce d'un puzzle. C'est pas du tout une suite, c'est pas, mais c'est finalement les liens dont je parlais, comment on tisse les liens, c'est que les êtres humains se croisent, s'entrecroisent, se rencontrent, se séparent et cette région-là, c'est une région, où il y a eu beaucoup d'exil, il continue d'y en avoir, des réfugiés, les gens bougent au gré des soubresauts de l'actualité, des guerres, et donc c'était, aussi une manière de ramener notre humanité, de dire, voilà, à chaque fois, il y a des situations différentes et ce que les Rwandais ont vécu, c'est pas exactement ce que les Burundais ont vécu et c'est pas exactement ce que vivent les Congolais, mais tout ça, ça se mêle et les gens passent les frontières et les gens ont leur vie propre. Voilà, donc c'était une manière de raconter mon rapport au Rwanda que j'ai rencontré. C'est un pays où je suis allé pour la première fois en 1994, juste après le génocide, parce que ma famille est retournée vivre là-bas. Donc ma famille rwandaise, une famille Tutsi qui avait fui les massacres des années 60, qui s'était installée au Burundi, qui ont eu une vie très difficile, comme toutes les villes de réfugiés. Et 30 ans plus tard, dès le mois de juillet, alors que les collines étaient encore jonchées de cadavres, que le pays était complètement traumatisé, eh bien, tous ces exilés sont revenus s'installer au Rwanda. Et c'est énormément de gens. On parle de, je ne sais pas, mais 600 000, 700 000 personnes. Il faut imaginer ces gens qui n'ont pas été au Rwanda depuis 30 ans, qui ont vécu dans les pays limitrophes où on parle parfois d'autres langues, et qui arrivent là et qui découvrent ce pays mythifié avec l'exil, où d'un coup, voilà, on nous élevait, nous les enfants, avec l'idée d'un Rwanda, du lait et du miel, et on nous disait le jour où on va rentrer, vous allez voir, c'est le paradis, et puis on arrive là et tout le monde ressemble à... Les gens ressemblaient à des fantômes, les gens avaient l'air égarés, traumatisés, et puis ça sentait la mort partout, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. En fait, pour moi, c'était pas un pays. J'avais 12 ans et j'avais une seule envie, c'était fuir, m'enfuir. Je me disais, mais comment vous pouvez dire que c'est là qu'on voulait être. Et donc pendant des années, parce que la reconstruction, elle a mis du temps, pendant des années, moi,
Voilà, je détestais aller au Rwanda. Dès que je pouvais, je m'enfuyais. Je retournais au Burundi parce que mon père continuait de vivre au Burundi. Et la famille de ma mère, voilà, au Rwanda, j'essayais d'y aller le moins de temps possible. Et puis petit à petit, ce pays, avec une force inimaginable des gens, s'est relevé. Et à tel point qu'aujourd'hui, j'y élève mes enfants. Donc c'est quand même pour moi, c'est inimaginable. Si je repense au Rwanda de 94, jamais je me serais dit, tiens, quand tu seras grand, tu vivras là, et puis tes enfants vivront là. Et donc ça, c'était important de le raconter, d'autant plus que 70% des Rwandais ont moins de 30 ans. Et donc... Vous avez 41 ans, ouais. Vous êtes presque donc je suis un vieux. Un vieillard. Je suis un vieillard. Je suis vraiment un vieillard. Exactement. Et c'est vrai que les jeunes Rwandais, les jeunes Rwandaises aujourd'hui, c'est pas de leur faute, mais ce qu'ils vivent, la vie qu'ils ont, c'est leur vie. Ça leur paraît banal. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait aussi des romans qui leur racontent les années de reconstruction, parce que Jacaranda ne parle pas directement du génocide. Disons que c'est toujours les répercussions. Moi, je serais incapable de raconter le génocide en temps réel d'une certaine façon. Et ça commence en 94. Exactement, donc tout à fait. Vraiment à cet âge que vous décrivez, c'est-à-dire au moment où vous aviez 12 ans. D'ailleurs, oui. votre personnage, Milan, il a aussi 12 ans quand le roman commence. Ouais. Et il s'achève en 2014, au moment des commémorations du trentenaire du génocide. Il s'achève après, en 2020. Il y a le confinement. Voilà. Mais en fait, je voudrais simplement reposer les choses parce que je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui est encore assez mal compris en France du grand public. Donc en 94, en l'espace de 3 mois, entre avril et juin, il y a 1 million de personnes qui ont été tuées. Donc c'est quelque chose, on imagine l'ampleur du traumatisme que ça peut représenter pour des centaines de milliers de familles, d'avoir vécu un espace si restreint, un massacre d'une telle violence. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans Jacaranda, en fait, c'est aussi troublant de comprendre à quel point cette histoire est récente, parce qu'il y a cette grand-mère, il y a Mamie, la grand-mère rwandaise de votre narrateur, qui est suffisamment âgée pour avoir connu ça, ou pour au moins avoir conscience des histoires de sa mère, de sa propre mère. Oui. Donc, pas à travers son récit, vous parvenez aussi à réexpliquer la construction de ce racisme. Et aussi, on comprend, et ça, c'est quelque chose qui m'avait échappé, c'est que ces pogroms, ces persécutions contre les dits Tutsis, elles avaient déjà poussé beaucoup de Rwandais à l'exil, comme vous l'avez rappelé, dont votre famille. Ouais. Et votre maman est venue s'installer en France, et la maman de Milan aussi, le parallèle est juste. Et dans tout le roman, ce qui frappe, c'est ce silence, cette incapacité du narrateur à pouvoir parler avec sa mère de ce qui s'est produit au Rwanda, de ce qu'elle a laissé là-bas. Et ça résonne avec ce que vous venez de me dire, qui m'a donné des frissons, c'est-à-dire qu'avec votre propre mère, j'imagine, vous n'avez pas pu parler de Petit Pays. Est-ce qu'elle l'a lu d'ailleurs? Vous savez même pas? Non, je sais pas. Donc là, il y a une mise en abîme assez vertigineuse, parce que vous faites le récit dans votre roman de ce narrateur qui n'arrive pas à dialoguer avec sa mère. Est-ce que c'est dans l'espoir que ce dialogue s'enclenche, ou qu'elle puisse prendre conscience de à quel point son silence vous pèse? Je pense, forcément. Je pense j'essaye de trouver les mots qu'on n'a pas dans la vie. Voilà, les mots qu'on ne trouve pas dans la vie, donc dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru que c'était une situation qui m'était propre. Et c'est l'avantage aussi lorsqu'on est artiste et qu'on commence à avoir du public, c'est que les gens viennent nous parler. Et je me suis rendu compte que c'était l'histoire d'une génération. C'est pour ça, moi, pour ça aussi que j'écris des romans, c'est que finalement, ma propre histoire n'a d'intérêt que si elle est en écho avec les autres. Sinon, voilà, je pourrais me contenter d'avoir
voilà, d'écrire pour moi, tout simplement. Mais c'est aussi pour dire à d'autres, vous n'êtes pas tout seul. Moi, j'aurais voulu, à l'adolescence, me dire ça, que d'autres que moi ont aussi cette situation d'incapacité à dialoguer, à parler. Et, 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 et c'est vrai que c'est pas évident parce que on a parfois envie de crier, de dire mais parlez-nous, parlez-nous, on est là, nous sommes vos enfants, on va pas vous juger, on veut vous écouter, et puis on veut aussi que vous nous écoutiez, on veut simplement discuter. Et puis aussi, au fond de nous, on se dit, si elle n'arrive pas à parler, je dis elle parce que c'est concernant le Rwanda, c'est souvent parce que Milan est métisse et je parle d'un point de vue métis qui est aussi particulier, hein, parce que il n'y a pas beaucoup de métis dans la littérature, en tout cas africaine, où le personnage principal est métis. Et donc, moi, c'est aussi un monde que j'ai envie d'explorer, c'est le monde de la frontière. Et donc, souvent, les mamans sont rwandaises. Et ce que je me rends compte avec beaucoup de métis que je rencontre qui me disent c'est pareil, ma mère était incapable de parler, n'a pas parlé. Et c'est qu'on sait aussi qu'elles ont dû vivre des choses et que si elles ne parlent pas, c'est qu'il y a une raison, c'est pas lié à nous. Voilà, donc tout ça, c'est assez... je tâtonne, hein, je sais pas. Même quand j'écris le roman, je sais pas. Vous avez dit que c'était une tentative. C'est une tentative. Ça très très beau. Ouais. C'est une tentative courageuse. Ouais. Vraiment, je tâtonne. J'ai pas de réponse. Et de toute façon, j'essaye pas d'en trouver aussi en écrivant un roman. Vous rentrez vraiment dans l'intimité du rapport entre ce fils et sa mère dans certaines scènes qui sont très émouvantes, des soirées passées ensemble où on sent un inconfort, une incapacité à faire les choses simples que sont dîner ensemble, dormir dans le même appartement, parce qu'il y a ces silences qui sont tellement lourds et qui poussent le fils, alors qu'on sent évidemment qu'il l'aime, à la fuir parce que c'est juste impossible, et à aller lui-même en fait enquêter au Rwanda, comprendre ce qui s'est passé puisqu'on lui donne pas les mots dont il a besoin. Et c'est marrant parce que moi, à un moment donné, je me suis dit que vous étiez aussi un peu tante Eusébie. Donc cette femme qui est de la génération de la mère de Milan, qui a vécu les massacres, qui en est une espèce de rescapée miraculeuse, a une fille qui s'appelle Stella. Et elle décide de parler en public dans un stade devant des dizaines de milliers de personnes de ce qu'elle a vécu en 94, et de dire publiquement à tout le monde ce qu'elle n'a jamais raconté à sa fille même. Et je me suis dit que ça ressemblait un peu aussi à ce que vous faisiez. C'est-à-dire que quelque part, cette conversation que vous n'arrivez pas à avoir dans votre propre famille, vous l'avez devant des millions de personnes. C'est tellement paradoxal, c'est vraiment... je sais pas ce que disent les psys par rapport à ça, mais c'est vrai que... Vous voyez un psy ou pas ? Non, je n'en ai jamais vu. Jamais ? Jamais. Et je suis toujours à deux doigts de craquer. Toujours, je me dis, mais il faut que je consulte quelqu'un. Et puis je me lance dans une chanson et un roman, et je dis, bon, ça va, ce sera pas pour cette fois. C'est l'écriture, votre psy, un peu. Ah, complètement. Ah ouais. Et je le dis dans beaucoup de chansons, mais vraiment, s'il n'y avait pas eu cet exutoire-là, je ne sais pas comment j'aurais fait avec tout ce silence visqueux. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. C'est vraiment un mécanisme complètement ahurissant. J'ai fait un film il y a 2 ans, co-réalisé un film avec Michael Stank pour Arte. C'était sur 3 femmes survivantes du génocide qui accusent des soldats français de les avoir violées durant l'opération Turquoise. Et une de ces femmes était incapable de parler à sa fille. Et on lui disait, mais
si vous avez accepté de parler dans ce documentaire, vous savez que votre fille va voir le documentaire. Donc, peut-être avant qu'elle voit le documentaire. En plus, la fille est dans le documentaire aussi. Et on voit d'ailleurs des scènes où elles passent l'une à côté de l'autre, mais elles n'arrivent pas à se parler. Et donc, jusqu'à la fin, on lui a dit, vraiment, le film va bientôt sortir, il faut parler à votre fille, il faut parler à votre fille. Elle n'a pas pu. Voilà. Et donc, la fille a vu le film parce qu'il est sur Internet. Hein. On peut encore le regarder d'ailleurs, ça s'appelle Le silence des mots. Rwanda, Le silence des mots. Il est encore en ligne sur Arte. Il est dur, il est très fort. Et effectivement, vous venez de le dire, mais je veux le redire, ce sont des femmes rescapées du génocide des Tutsis au Rwanda qui ont été violées par des soldats français. Exactement. Dans les camps où elles étaient supposées être sauvées. Exactement. C'est d'une violence inouïe et ça renvoie aussi à une autre de vos spécificités. Enfin, vous l'avez rappelé, vous êtes métisse, vous êtes binationale. D'ailleurs, vous faites partie de ces fameux binationaux dont malheureusement on parle beaucoup ces derniers temps parce que le programme du RN a des projets bien spécifiques pour les personnes binationales. Du coup, j'ai fait quelques petites recherches. C'est un statut qui concerne quand même 5,5 millions de personnes en France. Donc c'est quand même beaucoup de monde en France métropolitaine. Non, pardon, c'est 3,3 millions de personnes en France métropolitaine et 5,5 millions de Français si on considère les dom-tom et les expatriés. En fait, vous dites souvent que finalement tout le monde pense que c'est être moitié quelque chose, moitié l'autre, et qu'en réalité c'est être 100% deux choses. Et c'est peut-être quelque chose qui peut entraîner une forme de difficulté psychique d'avoir en permanence ces deux identités. Est-ce que vous pensez que une partie du mal-être que vous pouvez ressentir au-delà de l'histoire dont vous êtes l'héritier peut venir aussi de cette double identité permanente? Oui, je pense que ça peut venir de là, surtout quand dans la famille, vraiment dans la cellule familiale, on met une frontière entre les deux cultures. Voilà. Je pense qu'il y a des couples qui arrivent à faire fusionner leurs cultures, à ne pas créer de hiérarchie entre les cultures, à faire en sorte que, à transmettre de façon apaisée et naturelle. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup de couples mixtes, et inconsciemment, souvent, créent une hiérarchie entre les deux cultures. Donc il y a comme une culture dominante ou légitime et une culture exotique. Et moi, je sais que mes deux cultures m'ont été transmises de cette façon-là. C'est-à-dire que on a considéré que parler français, c'était plus important que parler Kinyarwanda. On a considéré que, je parle de mes parents, ils ont considéré que la culture française était plus légitime que la culture rwandaise. Et donc, ce qui fait que après, quand on grandit, qu'on sort de l'enfance, on arrive dans l'adolescence, la société, les autres, en dehors de la cellule familiale, nous renvoient, quand on est dans un des pays, à l'autre culture et inversement. Et on nous dit, mais t'es pas suffisamment ceci, t'es pas suffisamment cela. Et si déjà on a on marche que sur un pied, ou enfin que les deux jambes sont pas ancrées de la même façon, eh bien on a déjà ce déséquilibre et on nous rajoute au déséquilibre. La société, le discours ambiant rajoute à ce déséquilibre. Et on nous demande en permanence soit de faire allégeance. D'ailleurs, c'est ce que disent nos amis du Rassemblement national. C'est des problèmes d'allégeance, en fait. On ne peut pas avoir deux patries parce qu'en cas de guerre, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est vraiment ça. C'est la grande question de l'allégeance. C'est ça qui est derrière, voilà. Évidemment. Ouais. Donc, ce qui est absurde. On ne demande jamais à un enfant de choisir entre son père et sa mère. On sent... Voilà. Eh bien, pour moi, c'est absurde, comme si... l'amour, c'était quelque chose qu'on pouvait saucissonner, qu'on pouvait partager. Et il y a ça aussi dans les couples, même
dans la structure mentale, quand on nous dit on est 50-50, ça nous fragmente. Voilà. Et ça nous fragmente et ça nous renvoie aussi au fait que nos deux parents sont eux 100%. Ouais. Et d'un coup, nous, on est fragmentés. Deux petits morceaux de quelque chose, quoi. Ouais. Donc, je pense que après, on peut aussi transmettre de façon harmonieuse les cultures. Donc ça, c'est un travail, je pense, des parents, mais c'est parce que souvent, on n'en a pas conscience et puis on n'en parle pas aux parents. C'est ça qui est terrible. Les gens se disent « Ah, c'est fabuleux, on a des métis, c'est trop beau les métis, c'est l'avenir de l'humanité ». Mais ça, c'est des phrases creuses parce qu'il y a le métissage et il y a l'expérience vécue du métis. Et c'est deux choses différentes. Le métissage, c'est bien, ça vend des... On peut vendre des habits, on peut faire de la pub avec le métissage. Ça a l'air très beau comme ça. Mais l'expérience vécue du métis, c'est autre chose. C'est le racisme, c'est le renvoi toujours à... On est toujours l'autre. On est toujours la minorité. On est toujours en opposition. Donc, c'est pour ça que je dis métissage, c'est pas l'addition, c'est la fusion. Et donc, voilà, être 100% de tout ce qui nous constitue, c'est une façon de résoudre l'équation, je pense. Il y a quelque chose dans vos textes, dans vos chansons, dans Petit Pays, et puis aussi au tout début de Jacaranda, qui est cette voix d'enfant. On entend souvent votre enfant intérieur, l'enfant que vous deviez être à 10, 11, 12 ans, avant que les choses basculent, s'exprimer à la première personne, ce qui est très émouvant, comme si vous aviez gardé cette voix vivante en vous. Est-ce que c'est la voix de l'enfant avant la prise de conscience de tout ça? Est-ce que c'est la voix de l'innocence avant le morcellement, avant le mur? C'est vrai que ce qui a été dur aussi pour commencer ce roman, c'était de trouver la voix. D'ailleurs, c'est l'angle, hein, c'est toujours le plus dur. On peut ressentir en soi des envies, on se dit tiens, on va raconter ça, mais comment on commence la première phrase? On dit je, on dit lui, est-ce qu'on est un narrateur omniscient? Et alors moi, le narrateur omniscient, il me fait trop penser à Monsieur Je sais tout. Le mansplainer, je le connais bien, je le croise souvent. C'est ça. Donc je m'en méfie du narrateur omniscient. Alors, en tout cas, moi, en tant qu'écrivain, je peux lire des super romans avec des narrateurs omniscients, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tant qu'auteur, à chaque fois que je commence des textes où je suis narrateur omniscient, je ne me sens pas à ma place. Et donc, il y avait ce personnage de Stella, et j'avais envie d'être Stella. Donc, j'ai commencé à écrire avec la voix de Stella, sauf que Stella, elle est née en 1998. Elle est née après le génocide. Elle est née après, voilà. C'est l'enfant d'après. Une mère rescapée qui a perdu tous les siens. Exactement. Donc, c'est cette génération d'après le désastre, comme dit Eusebi, en parlant de sa fille. Et donc, j'ai fait des entretiens au Rwanda avec des jeunes gens qui sont nés après, pour comprendre aussi leur état psychologique, pour comprendre leur vie, ce que c'est qu'être rwandais et avoir 20 ans au Rwanda aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que cette histoire, c'était à elle et eux de la raconter. J'espère qu'eux feront des romans. Et que moi, ma place, ça ne pouvait pas être celle-là. Mais en même temps, je pouvais pas parler directement depuis, par exemple, le personnage de Claude, qui, lui, a 12 ans, au moment du génocide. Alors, et lui, il est au Rwanda. Et il est au Rwanda. Il est survivant. Je ne pouvais pas non plus parler depuis cette position-là. Et en fait, Milan, il m'est apparu un jour. Je me suis dit, tiens, si moi, j'avais pas vécu au Burundi, si j'avais pas grandi au Burundi, si j'avais vécu comme ça, dans le silence de cette famille en France, qu'est-ce que j'aurais connu du Rwanda? Qu'est-ce que j'aurais su de ce pays-là? Et je me suis dit que qu'embrasser la voix de ce personnage, c'était aussi une façon de me rapprocher du lecteur, parce que il découvre l'histoire en même temps que le lecteur. En regardant le 20h avec ses parents le soir en dînant. Et c'est drôle parce que moi, j'avais 14 ans
à l'époque. Et ces pages de description de l'éruption du génocide juste avant la météo, pendant qu'on est en train de manger avec ses parents, ça m'a sonné comme quelque chose de très familier. Ouais. Et c'est... Ouais, l'identification est très forte, en tout cas en tant que lectrice française de la même génération que vous. Ouais. Et donc c'est quand même cette voix... En fait, je voudrais vous poser la question que je pose à tout le monde dans Folie douce. Est-ce que vous étiez un enfant qui allait bien ? Non, je crois pas. Je crois pas, mais ce qui m'a toujours sauvé, c'est que j'avais une grande capacité d'émerveillement et un très grand univers intérieur. Mais en fait, enfant, j'ai eu l'impression de vivre une injustice. C'était que je devais être adulte alors que les autres étaient enfants. Voilà. Donc c'est pour ça peut-être aussi que l'enfance a une place importante quand j'écris. C'est que j'ai l'impression simplement qu'on ne m'a pas laissé suffisamment de temps de m'installer dans ce temps serein, dans ce temps où on n'a pas à penser au lendemain. Et voilà, j'ai essayé de grappiller autant que j'ai pu les moments de l'enfance et être artiste, c'est ma manière aussi, voilà, de continuer à jouer avec les nuages. Rester un peu enfant. Ouais. Voilà, d'être concentré dans mon imagination, dans mon imaginaire. Pour moi, c'est ça la grande beauté de l'enfance, c'est le sérieux dans le jeu. Il y a quand même quelque chose aussi dans votre personnalité qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez connu, exactement comme Milan d'ailleurs dans le livre, vous avez basculé, vous avez fait bifurquer votre vie. Vous avez grandi en France, en tout cas la deuxième partie de votre enfance et vos années de jeune adulte. Vous avez fait des grandes études. Vous étiez parti pour bosser dans la finance à Londres. Un destin tout tracé de garçon brillant qui a fait des grandes études. Et d'un seul coup, de devenir artiste, puis de prendre cette décision qui peut paraître aussi surprenante pour beaucoup de gens, d'aller vivre au Rwanda avec votre famille. C'est un geste très radical, en fait. Une bifurcation extrêmement forte. Vous croyez que ça relève de quel aspect de votre personnalité, ce choix-là que vous avez fait de pas du tout vivre la vie pour laquelle on vous avait en quelque sorte programmé? Oui, je crois que c'est une façon de, à chaque fois, me réapproprier ce que j'ai l'impression qu'on m'enlève. C'est-à-dire que l'école m'a formaté, m'a fait peur, et puis l'entourage familial m'a fait peur de l'avenir en me disant, tu sais, il y a le chômage, il y a l'insécurité financière. Donc voilà, j'ai fait des études par peur, et pas parce que j'aimais ce que je faisais, mais parce qu'il fallait trouver une place apparemment, il fallait se sauver d'un péril. Et c'est ce que je disais avec l'enfance. Pour moi, je vois l'enfance, si j'observe mes filles, je vois ça comme, jusqu'à un certain degré, parce qu'il y a l'adolescence, c'est autre chose, mais je vois ça comme de l'insouciance. Et moi, j'ai toujours eu l'impression de devoir être raisonnable. Voilà, c'est ça, le mot, c'est être raisonnable. Et donc, c'est pour ça que même toutes les décisions, les bifurcations, c'est le bon mot, que j'ai pu prendre, c'était peut-être, vu de l'extérieur, ça paraît peut-être être une prise de risque, mais moi, je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça. J'ai plutôt vu ça comme une manière de me sauver, parce que j'enlevais des masques. À chaque fois, par exemple, moi, quand j'étais étudiant, c'est comme si j'avais un masque de sociabilité. Après, quand je travaillais avec ma cravate dans mon bureau à Londres, c'est pareil, j'avais l'impression de jouer un rôle. Et de me dire, non, en fait, tu vas redevenir l'enfant que tu étais avant tout ça.
Tu vas écrire des chansons, tu vas délirer sur scène, tu vas sauter, tu vas dire aux gens de lever les bras, tu vas dire aux artistes avec qui tu travailles, tiens, et si on faisait ça, comme les enfants qui disaient, tiens, si on inventait ça. Voilà, pour moi, c'est ça. Bien sûr, mon côté raisonnable fait que j'arrive à structurer mes moments de jeu, mais je cherche le jeu, et je pense que y a rien de plus sérieux que de jouer. Je cherche le jeu, il est beau. Si j'étais lacanienne, je vous emmènerais sur cette voie, mais bon, c'est pas mon rôle. En tout cas, ce que vous me racontez là, ça me montre que vous, votre thérapie, bon, je suis en train de me spoiler la dernière question du podcast, mais c'est pas grave, votre façon d'aller mieux, d'aborder le trauma du génocide, ça a été l'art, ça a été l'écriture, parce que votre propos dans Jacaranda, c'est que cette expérience traumatique, elle reste en fait de génération en génération. Stella va mal, elle termine, j'allais dire non parce qu'heureusement elle en sort, mais en hôpital psychiatrique dans votre livre, alors qu'elle vit elle naît dans un pays prétendument réconcilié, prétendument allant vers le mieux, et pourtant elle le porte tellement fort dans sa chair qu'elle en a hérité. Et en fait, on voit dans votre livre plein de personnages de plein de générations. Il y a la génération de la grand-mère, la génération de la mère, la génération de Milan, la génération de Stella, qui portent tous une façon différente de survivre à la douleur et au trauma. J'en ai noté plusieurs. Il y a le silence, il y a le déni, il y a l'enquête, il y a l'archivage, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a le mensonge aussi, et la folie. Est-ce que vous aviez conscience de créer ce tableau-là, en fait, cette idée que finalement, chacun se débrouille comme il peut et chacun trouve une issue au trauma? Ouais, ça n'a pas été facile d'écrire Jacaranda parce que je l'ai écrit déjà au Rwanda, entouré de gens pour qui le génocide a été une réalité. J'ai beaucoup d'amis survivants, survivantes, beaucoup de familles. Et à chaque fois Et puis voilà, j'ai repoussé aussi l'écriture parce que je sais que écrire sur le Rwanda, c'est forcément revenir à cette histoire. Et il faut la métaboliser, cette histoire, si on veut l'écrire honnêtement. Et métaboliser les exils, les massacres, les traumas. C'était pas évident. Et j'avais l'impression de toujours avoir la tête sous l'eau, de pas pouvoir respirer. Vraiment, j'ai écrit beaucoup avec en apnée. J'avais l'impression d'écrire en apnée. Mais à chaque fois, et ça c'est mes personnages et je les remercie, et c'est la beauté en fait je trouve de l'écriture romanesque, c'est que les personnages ils nous aident. Je me souviens quand on a eu notre première fille, la sage-femme on était fatigués, etc. Et la sage-femme nous avait dit, vous inquiétez pas, votre bébé il va vous aider. Il va vous aider. Vous n'êtes pas encore parents, enfin vous l'êtes là, et c'est marrant parce que les personnages c'est pareil. En fait, ils nous aident. Et moi, ils m'ont aidé à toujours aller chercher la lumière. Toujours à me donner quelques moments de respiration. Et donc, moi, je crois vraiment à je crois profondément à la lumière, à la lumière qu'on porte en nous. Et les gens ont peur, les gens ont toujours peur. Et c'est ça qui nous ruine, c'est vraiment ça qui nous affecte. Et on devrait avoir confiance dans le bien qu'on peut se faire et dans le bien qu'on peut faire aux autres et dans le bien qu'on peut apporter au monde. Moi, j'en suis persuadé de ça. Mais c'est un travail, ça demande une forme de courage. Oui. Et voilà, moi, écrire ce roman, c'était un acte de courage parce que quand j'ai commencé, je me suis dit, ok, c'est quoi ton rapport à cette histoire au Rwanda que tu as connue en 1994, que tu as vu ce pays grandir et puis tout ce que ça a comme répercussion dans ta vie familiale, dans ta vie de tous les jours.
Moi, quand j'ai commencé, j'étais au pied d'une montagne et je voyais vraiment pas le sommet. Je pensais que c'était pas possible. Et vraiment, les personnages, à chaque fois, m'ont aidé. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est que le Rwanda, c'est vraiment une culture très différente de la culture française. Vraiment très, très différente. Une culture aussi du stoïcisme. C'est déjà comme ça, en fait, depuis toujours. Enfin, on éduque aussi les enfants comme ça, à ravaler les émotions. À pleurer dans son ventre. Je vous ai, Voilà. je vous ai lu dire cette expression. Exactement. On pleure à l'intérieur. Quoi. Ouais. Et donc c'est vrai que pendant longtemps, je ne comprenais pas la culture rwandaise, la société rwandaise, ayant grandi plutôt dans un environnement très français. Et en fait, ce que j'ai compris, et ce que m'a confirmé mon roman, c'est que c'est une société du lien. Et le lien, il est là dans la beauté, de l'amitié, de l'amour, de la famille, mais il est là aussi dans le sang. Parce que le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est le seul génocide de proximité, de voisinage du XXe siècle. Les gens qui ont massacré, c'était le voisin avec qui on partageait le lait, c'était l'instituteur, c'était le prêtre, c'était des gens qu'on connaissait. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont purgé leur peine et ils sont sortis. Et à nouveau, il faut refaire société avec eux. Donc c'est ça le lien. Le lien, c'est difficile en fait d'être un être humain, c'est parce qu'on doit interagir avec les autres. C'est ça la grande difficulté, mais surtout la grande beauté, quoi. Et c'est, je crois, mes personnages, ils m'ont aidé à comprendre ça. Ouais. Il y a cette idée de réconciliation. Le Rwanda est souvent érigé en exemple pour cette notion de réconciliation, mais c'est une notion que je trouve différente de celle du pardon, qui va pas de soi dans Jacaranda. Est-ce que vous pensez qu'il faut pardonner pour aller mieux ? C'est vrai que c'est des grandes questions. Ça, on en a beaucoup, beaucoup discuté au Rwanda avec des amis. Réconciliation, j'ai toujours ressenti ce mot-là comme un programme politique. Ouais. Voilà. On en a besoin, de toute façon. Les gens qui prennent le pouvoir après un génocide, il faut bien réinventer une société, trouver une manière, trouver des mots. Voilà. Donc moi, je vois ça comme un programme politique. Pardon, le pardon, c'est une notion, moi, qui me ramène à la religion. J'ai une amie qui dit souvent je vais pas pardonner à quelqu'un qui me demande pas pardon. Et les tueurs ne demandent pas pardon. Et parfois ils demandent pardon, mais c'est pour se sauver eux, faire moins de peine de prison, ou bien pour après pouvoir dire ça y est, j'ai demandé pardon, donc maintenant on est quitte. Et donc c'est aussi compliqué. Moi je crois plutôt que chacun fait comme il peut. Voilà, comme vous disiez, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a dans le cœur. Il y a des rescapés qui me le disent. Moi, je les détesterai toujours. Voilà, je les détesterai toujours. Et en même temps, il y a un personnage dans le livre, Sartre, dont la famille fait partie des bourreaux et qui oriente sa vie vers l'aide des autres, comme s'il voulait aussi rattraper ses erreurs. Et c'est un personnage auquel on est attaché. Bien entendu, non, mais bien entendu. Ouais, Sartre, pour moi, c'est encore une autre question. C'est la question d'être un enfant de bourreau. D'ailleurs, je viens de spoiler parce qu'on le découvre à la fin du livre. Ah oui. Voilà, oui, c'est vrai. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens disent je les détesterai toujours. Des rescapés peuvent dire je les détesterai toujours. Mais par contre, je vais pouvoir cohabiter avec eux. Je vais pouvoir retravailler avec eux. Je vais pouvoir, on peut être côte à côte dans la société, mais me demande pas de les aimer.
me demande pas de me marier avec, parce que c'est souvent dans les relations amoureuses, en fait, c'est comme ça que moi j'ai compris le Rwanda aussi. C'est-à-dire que c'est une société qui a réussi à dealer avec la cohabitation. Et donc les gens se disent pas Hutu, Tutsi, il y a vraiment personne se revendique de ces prétendues ethnies. Mais là où ça revient, c'est vraiment dans l'amour, dans les mariages, et là, ouais, dans ce qui, voilà, d'un coup là où on peut plus mettre le masque social, je veux dire, c'est que là, les gens se posent la question. Mais la personne dont je viens de tomber amoureuse, est-ce que ses parents étaient des bourreaux? Est-ce que ses parents étaient des victimes? En fait, qui est cette personne? Et à ce moment-là, on se rend compte que cette histoire, elle continue d'exister. Voilà. Même si on essaye de vivre dans une société post-ethnique, on se rend compte que de toute façon, ça va continuer à infuser. Parce que le génocide, le crime des crimes, touche trop fortement en profondeur les communautés humaines pour disparaître. Parce qu'on dit toujours avec le temps, il faudra 1 ou 2 générations. Non. En fait, ça va rester pendant des siècles. Parce que l'idéologie existe aussi. Elle continue, elle persiste. Parce qu'un génocide, c'est d'abord une idéologie. C'est d'abord des mots. Et ça disparaît pas avec la fin des massacres. Le négationnisme, l'idéologie génocidaire. Voilà. Oui, comme ce jacaranda qui abrite des morts dont Stella ignore même qu'ils sont là, mais pourtant elle le sent de façon inconsciente. Ouais. Il y a un autre moment où le génocide ressurgit chaque année au Rwanda. C'est ce moment de commémoration que vous décrivez dans le livre, que vous avez vécu aussi. Et je pense que toute personne qui a vécu un fort traumatisme dans sa vie, et je m'inclus dedans, sait à quel point la date... chaque année, moi, je m'en étonne. C'est fou pourquoi une date, un chiffre sur un calendrier peut avoir un tel impact sur notre corps, peut nous faire ressentir instantanément les émotions qu'on a vécues il y a 10, 20, 30 ans. Et il y a cette phrase qui m'a donné des frissons dans le livre, c'est que quand arrive avril, quand arrive la date anniversaire du génocide, les oiseaux arrêtent de chanter. Ça se sent même dans l'air. Est-ce que ces commémorations, ces moments de mémoire qui sont si douloureux, si difficiles à vivre pour tout le monde, et ils sont, à votre sens, nécessaires pour guérir? J'ai pas l'impression que les gens arrivent à guérir, parce que là, quand j'en parle, par exemple, avec des survivants et des survivantes, ils disent que plus les années passent, et d'une certaine manière, plus c'est difficile. Et ça pourrait presque paraître contre-intuitif, mais c'est-à-dire que après les années de génocide, après le génocide, dans les premières années, les gens étaient dans la survie. Il fallait tout réparer, étaient dans l'urgence. Et puis petit à petit, les gens trouvaient une stabilité, une forme de confort. Et donc quand, dans ce confort, dans cette normalité, cette date revient, c'est comme si on était plus fragile d'une certaine façon, parce que le corps est moins en alerte. Et donc les gens s'effondrent totalement. Il y a des gens aussi, j'ai des amis, des gens qui n'ont jamais réussi à parler pendant 30 ans, et qui au bout de 30 ans se mettent à parler. Parce que il y a peut-être ça aussi, c'est que d'un coup on relâche un peu le corps, on se refait, on se blinde moins. Et d'un coup, les gens se mettent à parler, racontent leur histoire. Parce que, voilà, on a des amis survivants et on leur demande jamais de raconter alors qu'est-ce qui t'est arrivé pendant le génocide. Ça ne se fait pas. On attend toujours que les gens racontent. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé. Je pense que les commémorations, déjà, c'est important pour la transmission, pour la nouvelle génération. Il faut absolument, de mon point de vue,
tant que les survivants sont toujours là, qu'on en parle. J'espère qu'on en parlera, même quand les survivants ne seront plus là, mais il est important en tout cas. Et puis c'est aussi pour que la communauté réaffirme que ce qui s'est passé, ce n'était pas un accident, c'était pas un cyclone, c'était pas un tremblement de terre, c'était des politiques, c'était des décisions humaines qui ont déshumanisé une partie de la société et donc réaffirmer auprès de ces gens qu'ils font partie de la communauté humaine, qu'ils font partie de la société. Donc pour moi, c'est très important que pendant, même si c'est lourd, hein, les gens, voilà, c'est souvent ce qui revenait des jeunes Rwandais que je rencontrais, qui me disaient 3 mois dans l'année quand même. Ouais, c'est Ouais. 100 jours. 100 jours, 3 mois avec des commémorations partout. On ouvre encore des charniers. C'est lourd, c'est lourd. Mais l'effort de reconstruction, on ne le demande pas aux bourreaux. On ne le demande pas à la nouvelle génération. On le demande surtout aux survivants et aux survivantes. C'est à eux et elles qu'on demande de cohabiter avec les bourreaux. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de leur rappeler qu'on est là et que chaque 7 avril, on allume une bougie pour penser aux millions de personnes qui nous ont quittés et pour réaffirmer qu'on est un peuple et qu'on est là les uns pour les autres. Et dans la scène du livre dont je parlais au tout début, on voit que quand les survivants parlent dans le stade, ça crée des réactions vraiment physiques, des réactions traumatiques, des gens qui s'évanouissent, des gens qui pleurent, qui crient. On peut y voir aussi une espèce de processus de thérapie collective. Je ne sais pas quelle place a l'accompagnement thérapeutique, psychologique, psychiatrique au Rwanda aujourd'hui. Est-ce qu'on peut envisager finalement ces moments-là comme des grandes séances de thérapie collective? Il y a très peu de gens en proportion du nombre de gens qui devraient être accompagnés. Il y a très peu de gens finalement qui ont la chance ou la possibilité ou l'opportunité de voir des thérapeutes. Et je parle même pas des psychologues et encore moins des psychiatres. Je crois que même s'il y a 10 psychiatres dans le pays, c'est déjà beaucoup, je pense, vraiment. Donc là, oui, c'est la santé mentale, c'est vraiment une grande question au Rwanda. Et puis, ce que je raconte dans le roman, et la découverte que j'ai eue en 2014 au moment de chanter dans le stade, c'est que ces crises traumatiques, elles ne touchent pas que les survivants, elles touchent leurs enfants. C'est ça qui moi, m'a complètement... J'avais là vraiment, c'était comme si je comprenais pas la société que j'avais en face de moi. Je me dis, mais comment un enfant qui n'était pas né, comment quelqu'un qui n'était pas né peut vivre dans son corps de façon aussi intense les répercussions de cet événement. Voilà, j'avais l'impression de pas, parce que je venais en vacances, je ne m'étais pas encore installé là-bas, donc je venais en vacances au Rwanda, je venais voir ma famille, et puis petit à petit, comme je disais, au bout d'un certain nombre d'années, il y a une espèce de normalité de la vie, on retrouve un confort, on retrouve le train-train quotidien. Et là, d'un coup, ce 7 avril, comme chaque 7 avril, on assiste à des scènes se disant là, je ne comprends pas le pays dans lequel je suis. En fait, où est-ce que ces gens... Où toute cette douleur, les gens la mettent le reste de l'année. Elle se loge où? Comment ça se fait que d'un coup, tout remonte aussi violemment? Et donc, je crois qu'il y a un travail colossal à faire, non seulement pour les survivants et les survivantes, mais pour la génération qui arrive.
de santé mentale. Un fort recours à l'alcool et aux drogues, d'après Exactement. ce que vous décrivez. Hein. Ouais, exactement. Mhm. Il y a beaucoup de... Les gens se soignent beaucoup par l'alcool. Et voilà, on le ressent en fait. On sent que c'est une manière de s'échapper, quoi, de ces... Voilà, de ces traumas, je sais pas comment dire, de ce qu'il y a en soi. Et les gens s'échappent par l'alcool. Ouais. Ouais, c'est un recours assez universel, je crois, en cas de stress post-traumatique, la drogue et l'alcool, malheureusement. Et vous, dans l'écriture, cette sensation d'apnée que vous m'avez décrite tout à l'heure, est-ce que vous pourrez l'identifier comme quelque chose d'assez similaire, comme une espèce de résurgence traumatique qui s'imposait à vous pendant que vous écriviez ? Je sais pas très bien. En fait, je sais pas. Je crois que c'était, en tout cas, c'était une peur. Je sais que j'avais peur. J'avais peur d'écrire. Et qu'à la fin de la journée, j'avais mal partout. J'avais mal vraiment partout, dans le dos. J'avais l'impression d'avoir un corps de 200 ans, comme si on m'avait donné des coups. Et c'était comme s'il fallait que j'écrive avant de plus avoir la force d'écrire. Et alors, je ne sais pas vraiment... Je ne sais pas... Je sais qu'il y a plein de portes non ouvertes dans ma tête. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait le choix de ne jamais être suivi par un thérapeute. C'est que j'ai peur, je pense que j'ai peur aussi de peut-être d'ouvrir une porte peut-être de choses enfouies qui me permettraient plus d'écrire, qui me permettraient plus de créer. Voilà. Donc c'est ça, je suis vraiment sur un équilibre instable. Ça peut être... j'imagine que le fait de défendre ce livre, d'en parler... je crois que c'est littéralement la première interview plus ou moins que vous faites autour du livre là ensemble aujourd'hui. Complètement. Vous allez en parler énormément, donc je vous envoie de la force parce que ça peut être aussi pas évident. Merci, mais comme je disais, les personnages vont m'aider. Ouais, c'est sûr. Parce que je les aime, ces personnages, et je les trouve braves et beaux et belles, et ils essayent. Ouais, voilà. Ils sont tous très attachants. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a de la lumière, et qu'il y a de la joie, et qu'il y a de l'espoir, et que ça danse, et que Oui. ça chante. Moi, c'est ça que souvent, voilà, on me dit... les gens qui vont me dire « Non, mais je ne vais pas te lire parce que c'est trop triste, le sujet, etc. » En fait, moi, j'ai jamais eu autant de force de vie, de leçons de force de vie qu'au Rwanda, auprès de gens qui ont vécu le pire. En fait, c'est les gens qui ont vu des choses, qui ont... En vrai, le traumatisme très fort, le trauma très profond, la douleur inimaginable, ça crée aussi chez l'humain une forme de beauté dans la profondeur. Et je pense que la vie, il faut savoir aussi je pense que c'est important d'être léger, d'être frivole, mais faut se rendre compte aussi que la beauté, elle peut venir du plus sombre. Elle émerge du plus sombre. De toute façon, il n'y a qu'à écouter du gospel, on comprend. Ouais. Voilà. Avec le recul, Gaëlle Faye, quelle est la meilleure de toutes les thérapies ? Le lien. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci infiniment à Gaëlle Faye pour son passage dans Folie Douce. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre flux sur votre plateforme de podcast préférée et à nous mettre des cœurs, des étoiles, des commentaires. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Et puis si vous voulez vraiment soutenir mon travail, si vous en avez les moyens, ça serait génial de vous abonner à La Douceur, ma newsletter hébergée par Substack. Folie Douce est un podcast conçu, produit et animé par Lorraine Bastide. À la production et à la programmation, Marie-Laurence Chéry, assistée de Lou Ozanam Simon.
À la prise de son, Clémence Sicula, au studio Nova. Au montage et au mixage, Marion Emery. La musique du générique est une création originale d'Irma. Les visuels sont de Louison Coulombe. Les partenariats commerciaux sont gérés par Mélanie Vazeux de The Podcast Bureau. Merci infiniment à Morgane Noam, psy engagée, pour ses conseils et sa réécoute exigeante. Allez, prenez soin de vous et prenez votre temps.